Dans l'après-midi du 31 août 1939, les troupes allemandes achevèrent les derniers préparatifs pour l'invasion de la Pologne. Les forces aériennes étudièrent l'emplacement de leurs cibles. Les chars prirent position. Aux premières heures du 1er septembre, des soldats allemands, vêtus d'uniformes polonais, attaquèrent une station de radio du côté allemand de la frontière, laissant derrière eux quelques cadavres. Ce fut le prétexte qu'utilisa plus tard Hitler pour justifier son attaque. À 8 heures du matin, avant que la guerre ne fût officiellement déclarée, les troupes allemandes franchirent la frontière polonaise et les unités mobiles pénétrèrent à vive allure dans le pays. 2 jours plus tard, le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne, fidèles à leur promesse de soutenir la Pologne. Mais les Polonais se trouvaient déjà dans une situation critique. Non seulement ils étaient beaucoup moins nombreux que les Allemands, mais surtout, ils étaient confrontés à un nouveau genre de guerre auquel ils n'étaient pas du tout préparés, la Blitzkrieg. En 1939, l'armée allemande comptait 1,5 million d'hommes. Les Panzers constituaient l'élite des forces armées allemandes. Les 6 divisions blindées et les 4 divisions légères conçues pour la reconnaissance totalisaient 2400 chars. Ils étaient conçus pour briser les défenses de l'adversaire et pénétrer rapidement en territoire ennemi, en coupant les communications et en semant la confusion. Les points de résistance devaient être enfoncés pour ouvrir le passage à l'infanterie postée à l'arrière. La nouvelle armée de l'air allemande, la Luftwaffe, était elle aussi conçue pour la Blitzkrieg. 2500 appareils étaient prêts à attaquer la Pologne. Les plus tristement célèbres étaient les bombardiers en piqué Junker Ju-87 appelés Stuka. C'était une sorte d'artillerie volante réalisant des attaques précises en appui aux forces terrestres rapides. Les Polonais ne pouvaient réunir que 600 avions. Au sol, la situation était aussi mauvaise. L'armée polonaise ne comptait que 500 000 hommes. Elle ne disposait que de 880 chars. Mais elle comptait 11 brigades de cavalerie, des lances et des chevaux contre des blindés. Les Allemands n'avaient pas seulement l'avantage du nombre. Ils utilisèrent leurs panzers d'une manière totalement nouvelle, organisée dans de puissantes unités. Alors que les chars polonais étaient dispersés en petites unités d'appui à l'infanterie. La mainmise de l'Allemagne sur la Tchécoslovaquie rendit la tâche encore plus difficile aux Polonais. L'ouest du pays, y compris la capitale Varsovie, était désormais encerclé sur 3 de ses côtés par un territoire contrôlé par les Allemands. Cet avantage géographique fut essentiel au plan de l'Allemagne. La tâche de la première offensive des chars était de créer une percée. Mais pour gagner la guerre, il faudrait prendre l'ennemi en tenaille afin de l'encercler et de l'écraser. Ces mouvements allaient être effectués par le groupe d'armées Nord, placé sous le commandement du général Fedor von Bock. Il lança 2 offensives à partir du nord-est de l'Allemagne et de la Prusse orientale. Le groupe d'armées sud, commandé par le général Gerd von Rundstedt, en lança 2 autres depuis la Silésie et la Slovaquie. Le but était de refermer la tenaille près de Varsovie et de Brest-Litovsk. Dès le début, tout se présenta très bien pour les Allemands. L'armée de l'air polonaise fut éliminée sans aucune difficulté dans les 2 premiers jours. Les Panzers coupèrent les lignes ennemies et s'enfoncèrent profondément en territoire polonais.
Les Stuka et les bombardiers moyens se montrèrent terriblement efficaces. Les Polonais furent dispersés et acculés à se retrancher dans des poches où de très nombreux soldats furent faits prisonniers. D'après la légende, certaines unités de la cavalerie polonaise essayèrent en vain d'attaquer les panzers. Partout, les Polonais furent dépassés et incapables d'égaler la vitesse de leur ennemi. Ils furent tout simplement balayés. Le 8 septembre, les tenailles intérieures se refermèrent sur les troupes polonaises et les troupes allemandes marchèrent sur la banlieue de Varsovie. Le 17 septembre, les pinces extérieures de la tenaille se rejoignirent à Brest-Litovsk. Le même jour, l'armée soviétique traversa la frontière polonaise à l'est, comme le prévoyait l'accord passé entre Hitler et Staline dans le pacte germano-soviétique. L'armée polonaise accéléra alors son mouvement de retraite. Son gouvernement avait fui à l'étranger, mais Varsovie résistait encore. Ses défenseurs refusaient de se rendre comme l'exigeait l'Allemagne. La furieuse machine de guerre allemande déploya alors toute sa puissance. Adolf Hitler suivait de très près les moindres mouvements de son armée conquérante. Le 27 septembre, Varsovie se rendit. Le jour suivant, les vainqueurs, l'Allemagne et la Russie, morcelèrent la Pologne conformément au pacte germano-soviétique. L'Union soviétique annexa un peu plus de la moitié du pays à l'est, l'Allemagne s'empara du reste. Les deux régimes commencèrent à opérer des rafles pour traquer tous ceux qui pourraient représenter un danger à l'avenir. Beaucoup furent assassinés. Pour la première fois, les Allemands révélèrent quelle serait leur attitude envers ces peuples de l'Europe de l'Est qu'ils considéraient comme inférieurs. Ils envoyèrent les Einsatzgruppen, les escadrons SS, pour effectuer des rafles visant les Juifs. La plupart furent enfermés dans les ghettos des grandes villes, où ils allaient mourir de faim. D'autres furent exécutés sur place. C'était la fin de l'armée polonaise. Plus de 50 000 hommes s'échappèrent et trouvèrent finalement refuge en France. Le général Władysław Sikorski composa un gouvernement provisoire. Les Polonais allaient se battre courageusement depuis l'étranger. En Grande-Bretagne, les sirènes qui alertaient de l'imminence d'une attaque aérienne sonnèrent quelques minutes après l'annonce par le Premier ministre Neville Chamberlain du début des hostilités. En réalité, malgré les garanties données à la Pologne concernant sa souveraineté, la Grande-Bretagne et la France n'aidèrent que très peu la Pologne. Comme Hitler l'avait parié, ces pays ne surent que faire après avoir déclaré la guerre. Tous deux avaient lancé une mobilisation. Les mesures de sécurité contre la menace d'attaque aérienne furent renforcées. Des batteries anti-aériennes furent installées dans les villes principales. Des abris furent construits. Très vite, les enfants furent évacués des grandes villes. On distribua des masques à gaz à la population et le couvre-feu fut instauré. L'armée britannique commença à déployer les 100 000 hommes de son corps expéditionnaire au nord de la France. Les troupes françaises franchirent la frontière allemande sur quelques kilomètres, mais reçurent très vite l'ordre de revenir en position défensive. L'initiative revenait encore une fois à Hitler. Il savait, lui, précisément ce qu'il allait faire ensuite.